On accueille Romain Jallet, qui est doctorant en psychologie clinique à l'Université de Lorraine. Alors, on m'entend bien? Oui, je pense que oui. Du coup, je vais tenter aujourd'hui je vais avoir la tâche d'être votre guide au sein de ce tissu cosmique qui est le nécromantéon. Alors pourquoi je dis tissu cosmique? Parce que vous allez vous rendre compte en fait au fur et à mesure de cette intervention que le nécromantéon, c'est un ensemble de symboles qui étaient tissés, hein, d'où cette image de tissu, et qui finalement avaient un impact, une influence sur la psyché, sur le corps des personnes qui se rendaient au sein du nécromantéon. Donc je vais vous proposer de réinventer en fait un rituel antique de contact avec l'invisible, et donc nous allons nous intéresser aux pratiques de nécromancie euh, jusqu'aux pratiques actuelles en laboratoire de psychomantéon. Alors, ici vous avez une image intéressante, c'est un rituel d'incubation. Gardez-le en tête, puisque je vais en parler un petit peu plus tard au sein de cette intervention. Donc, un point d'abord, c'est de dire, finalement, est-ce que les êtres humains n'ont-ils jamais cessé de s'évertuer à communiquer avec l'invisible? Voilà, je vous pose cette question-là, mais finalement, que recouvre cet invisible? Est-ce qu'on devrait plutôt en parler au singulier, plutôt au pluriel? Et notre propos va se situer aujourd'hui sur cette idée de présence invisible. Donc là, j'emprunte les termes de Laplace. Et également cette idée que finalement les invisibles dans cette présentation vont être les morts, les ancêtres, les fantômes. Et ces fantômes, ce sont des êtres de passage qui sont finalement plus ou moins familiers, plus ou moins étrangers des vivants. Et moi j'apprécie beaucoup l'idée de Le Gall qui explique que finalement le spectre, le fantôme, c'est ni plus ni moins le miroir d'une condition humaine en proie aux doutes métaphysiques et aux manières dont les sociétés le fabriquent pour conjurer la peur de la mort et la nébulosité de l'au-delà. Voilà, je trouvais que c'était assez éclairant finalement, notamment au niveau psychique, sur cette figure du fantôme. Et donc, ces invisibles, en fait, en fonction, vous voyez que je ne suis plus sur l'invisible au singulier, mais je vais sur les invisibles. Et ces invisibles, en fonction des croyances et des mondes culturels, peuvent également être des déités, en fait, hein, des représentations religieuses. Et donc, cette communication avec ces invisibles, elle va nécessiter le recours à des pratiques rituelles qui, au fil du temps et des progrès techniques et scientifiques, ont vu leurs modalités se métamorphoser. Alors, je vais vous amener maintenant sur la question, qu'est-ce qu'un rituel? Donc le rituel, c'est d'abord un ordre prescrit, c'est une prescription. C'est-à-dire que c'est un ensemble de gestes, de paroles, d'objets avec une signification qui est régie, qui est pensée et qui est incarnée en fait par une autorité. Donc, moi j'aime beaucoup l'idée de Louis-Vincent Thomas qui explique que toutes les sociétés sont marquées par des rites. Et en fait, il dit toute notre vie en est tissée au point qu'il représente, et ça c'est intéressant, une assurance face à l'épisodique et à l'aléatoire. Et de même, hein, je crois qu'il faut rappeler que les gestes accomplis, les paroles prononcées, sont supposés chargés d'une puissance obscure qui a prise sur la réalité. Hein, ça, c'est Louis-Vincent Thomas qui le dit. Au niveau de la composition du rituel, je trouve que son idée, elle est tout à fait pertinente. Lui, il y voit finalement un espace scénique, c'est-à-dire que dans le rituel, vous allez avoir un décor avec plus ou moins de symboles, etc. Vous allez avoir une structure temporelle, c'est-à-dire que votre rituel il va être séquencé, hein, il va y avoir des séquences.
Et puis vous allez avoir des acteurs et des actrices de ce rituel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des rôles tout à fait définis. Dans les rituels d'incubation, par exemple, on avait les prêtres, on avait également des personnes qui apportaient des offrandes, également voilà, de quoi poser la tête. Hein. Les repose-têtes avaient une valeur importante dans ces rituels d'incubation. Et puis vous allez avoir une organisation symbolique, hein, une organisation de symboles qui vont cacher, qui vont montrer, avec des termes concrets mais également métaphoriques, ce qui est mystérieux et inexplicable. Et en fait, dans le rituel, il y a vraiment cette idée d'une efficacité symbolique. Alors, là, je vais m'intéresser justement à ce qu'a développé Bertrand Meust dans son travail sur les démonothérapies. Et ce qu'il propose, c'est de distinguer en fait les thérapies modernes des thérapies traditionnelles. Et vous allez voir que dans les thérapies modernes, en fait, il y a vraiment cette idée que les symptômes, ce qui arrive à la personne, il y a une localisation et une causalité qui est plutôt interne. C'est-à-dire que la pathologie, le symptôme provient de la personne. Son idée, hein, il le dit, c'est que les esprits, finalement, seraient des projections symboliques des processus intrapsychiques. Et donc lui, il emploie le terme d'endosquelette. Et ce qui va nous intéresser ici, et c'est ce qui va vous aider en fait à comprendre ce qui se passe dans le nécromanteion, c'est que dans les thérapies traditionnelles, les symptômes, la pathologie psychique notamment, en tout cas le mal, hein, finalement, c'est un peu ce qui se disait hier à certains moments, tout ça c'est localisé et cette causalité elle est plutôt externe en fait, elle provient d'esprit et elle provient d'êtres, en fait ça c'est le terme qui est utilisé par Meust, et ces êtres en fait vont avoir une efficacité au sujet des symptômes. Hein, ça va être des êtres, et en fait dans le nécromanteion c'est ni plus ni moins ce qui se passe, ces êtres ils vont être convoqués et ils vont avoir un effet sur la personne et sur son existence. Et là il parle d'un exosquelette. Le rituel également selon François Favre, donc là qui amène davantage une vision psychologique. Donc l'idée, hein, c'est que l'idée de Favre, c'est finalement qu'il y a une mobilisation de divers symboles, de divers moyens symboliques en vue d'une fin. Et donc l'autre doit être pleinement impliqué, doit être pleinement participatif et conscient au sein du rituel. Et ce rituel va amener en fait des processus de changement. Et donc, il y a en fait dans le rituel des dimensions internes, c'est-à-dire que le sujet, par exemple, va se concentrer symboliquement, mais également une dimension externe où le sujet va par exemple s'agiter symboliquement au cours de ce rituel. Et ce qui, moi, m'intéresse hein, dans l'idée de Favre, c'est que finalement, il n'y a pas de rituel plus efficace qu'un autre. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que finalement, ce qui est important dans le rituel, ça n'est pas tant l'ordre réel et logique, mais c'est plutôt l'efficacité et le rôle imaginaire et moral que le rituel va avoir. Voilà. Donc je voulais vous introduire un peu ce propos là-dessus, sur ces deux notions de rituel et d'invisible. Et maintenant, je vous propose d'entrer justement, de prendre cette porte qui nous mène aux enfers, et donc d'entrer au sein du nécromanteion. Donc là, vous allez avoir la voûte, la crypte voûtée d'Hadès. Je vais vous expliquer un petit peu, voilà, ce qu'il en est. Donc l'oracle des morts et Sémancie, une porte menant aux enfers. Au niveau de la religion hellénique, donc d'abord il faut quand même dire hein, que les villes de Grèce antique, elles sont connues entre autres pour leur ferveur dirigée vers leurs oracles. Et l'idée hein, des nécromanteions, c'est que ces sanctuaires s'inscrivent dans la lignée d'un hellénisme qui, contrairement aux religions monothéistes modernes, en fait ne comporte pas de livre sacré. Par exemple, la religion chrétienne, vous allez avoir la Bible. Et là, en fait, vous allez avoir la volonté de Dieu qui est directement écrite noir sur blanc. Hein. Roux, en fait, dans son écrit, le mentionne comme ça. Donc chez les Grecs, vous allez avoir une volonté divine qui est assez peu explicite, pas de livre sacré, et en fait vous allez avoir plus ou moins deux options. Globalement, il y a la notion d'apprentissage, voilà, on apprend dans la vie, on essaie d'évoluer par soi-même, mais on a également le recours aux arts divinatoires pour avoir justement des messages de la part de ces déités.
Je vous ai mentionné tout à l'heure, en début de présentation, le rite d'incubation prophétique, avec cette idée d'oniromancie. Donc ça, c'était la divination par les rêves. Et l'exemple qui est très connu, c'est celui de l'Abaton d'Épidore, où justement il y avait un culte dédié à Asclépios. Et en fait, ce dieu-là avait vraiment, en tout cas, été appelé en vue de guérison. Par les rêves, en fait, ça se faisait. Donc, sur le recours aux arts divinatoires. Donc, j'utiliserai le terme de mancie, vous allez vous en rendre compte, pour qualifier en fait ces arts divinatoires. Et ce terme-là provient du latin manteia. Donc, il s'agit en fait de pratiques qui étaient culturellement et socialement valorisées dans la culture grecque. Hallyday, qui était un historien et archéologue, en fait, lui, il explique que le développement de ces arts divinatoires vient notamment avec le recul de la sorcellerie, plutôt traditionnelle, et des événements de plus en plus difficiles, en fait, voilà, auxquels étaient confrontées les sociétés. Et au niveau des arts divinatoires, vous aviez par exemple, alors là c'est pas exactement ce qui va nous intéresser ici, mais en tout cas vous aviez la pyromancie, la divination par le feu, et puis également l'ornithomancie avec des présages, avec le vol des oiseaux. Donc là on va s'intéresser davantage à la nécromancie. Donc la nécromancie, là je vous cite plusieurs auteurs, mais c'est le culte des sépultures, des ancêtres et des entités érigés au rang de héros. Alors, je vais vous lire un passage de Schneider qui est très intéressant. Alors, il écrivait en 2011 que dans l'Antiquité déjà, on croyait que les sorciers avaient le pouvoir d'évoquer les esprits et de contraindre les morts à revenir. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. C'est la divination par les morts. Et les nécromants, alors là c'est intéressant, forcent les défunts à sortir de leur demeure souterraine et à exécuter leurs ordres, leur demandant le plus souvent des prédictions ou leur confiant une malédiction à réaliser. Les textes, en tout cas, sont unanimes sur un point, les morts ont une sainte horreur d'être rappelés. Et Hallyday, du coup, cet historien que j'ai mentionné tout à l'heure, il utilise des qualificatifs intéressants sur la nécromancie. Il nous dit, en fait, il mentionne cette barbarie imposante des horreurs du rituel nécromantique. Donc c'est des rituels qui ont un coût. Je vous propose maintenant d'errer à travers les ténèbres de l'Hadès et de prendre l'exemple voilà, du fleuve Achéron qui était en fait considéré comme une porte menant aux enfers. Et au niveau de ce fleuve-là, il y avait le nécromanteion de l'Achéron qui était considéré comme le royaume des morts d'Hadès et de Perséphone. Donc vous aviez à la fois les ancêtres, les défunts, mais également des déités Hadès et Perséphone. Il était découvert par l'archéologue Dakaris en 58. Et là, je vous propose justement voilà, de voir un petit peu. Donc là, à droite, vous aviez le monastère Prodromos, qui est situé en fait au-dessus du temple souterrain. Et juste en dessous, donc encore cette voûte, cette crypte voûtée d'Hadès, avec pas moins de 15 arches d'une hauteur de plusieurs mètres. Et les murs c'était des murs qui étaient considérés en tout cas avec une largeur d'au moins 3 mètres chacun. Alors sur le nécromanteion et ses mancies. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les compartiments, en fait, il faut imaginer un ensemble de couloirs. C'était assez grand a priori, un ensemble de couloirs avec différentes pièces, différents compartiments en fait, avec des fonctions religieuses, mais également des fonctions d'instauration de rituels, avec le but d'une préparation de l'âme et du corps. En vue d'entrer en contact avec les défunts et d'entrer en contact avec notamment Hadès et Perséphone. Donc il y avait vraiment cette idée de préparation du corps et de l'âme. Deux auteurs qui utilisaient vraiment cette idée du palais noir d'Hadès, et on y pratiquait des rituels de nécromancie. Et alors ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est que dans le nécromanteion, on utilisait notamment des haricots hallucinogènes, on pouvait utiliser des volutes de fumée, il y avait des prêtres
qui jouait justement avec les ombres. Donc il y avait toute une ambiance artistique, hein. On parlait du décor avec Louis-Vincent Thomas, mais c'est ni plus ni moins ce qui se jouait, hein. Il y avait des faucilles, des pelles, des lances, des pointes de flèches, des objets finalement taillés dans le fer dont les propriétés apotropaïques laissent fantasmer en tout cas sur un impératif de se protéger contre des invisibles au dessein redouté. Je disais que la nécromancie, hein, c'est pas finalement seulement recourir aux défunts pour avoir des réponses en tout cas voilà des réponses sur la vie, mais c'était également un coup. Et en fait les défunts ne reviennent, en tout cas dans les traditions, ne reviennent jamais de manière en tout cas, c'est pas très positif. S'ils reviennent, il y a toujours un coup, hein. Donc vraiment des salles, hein, avec des idées de rituels de purification, des colonnes assez importantes, assez imposantes. Et alors moi je trouvais que l'usage du sang et des sacrifices humains était intéressant à développer parce que vous aviez alors bon, vous aviez des jarres qui étaient remplis par exemple d'eau, d'huile et parfois de sang et qui permettaient justement une divination. Mais voilà, vous aviez vraiment quand même, hein, l'usage du sang, hein, qui, selon Ogden, en fait permettait de nourrir les esprits appelés, considérés comme affamés, et leur redonnant ainsi une certaine conscience et une capacité à s'exprimer. Et donc au sein des rituels de nécromancie les plus poussés, et qui ne se contentent plus seulement en fait de flirter avec la magie noire, le sacrifice de la vie d'un être humain était un acte fondamental, hein, et ça c'est à l'idée l'historien qui le mentionne. Et donc, voilà, comme j'ai pu le mentionner, dans ce nécromantéion, vous aviez des pratiques d'hydromancie, on pouvait utiliser l'eau, on pouvait utiliser la lécanomancie, c'est-à-dire le fait de jeter des pierres au sein de jarres ou de coupelles qui étaient remplies de liquide, hein, je l'ai mentionné, des huiles, de l'eau, du sang, l'hématomancie, le sang, la nécromancie, et puis l'oniromancie par les rêves. Alors, je vais vous lire un extrait de l'Odyssée d'Homère qui est tout à fait évocateur, hein, justement. Donc, c'est l'extrait du chapitre L'évocation des morts au pays des morts. Et donc, voilà ce qui est dit. J'ai sorti mon épée et creusé la tranchée d'une coudée dans chaque sens. Après avoir suffisamment prié les morts, j'ai tranché la gorge des deux moutons et j'ai laissé couler le sang dans la tranchée sur laquelle les fantômes se sont précipités. Ils venaient de toutes parts et tournoyaient autour de la tranchée avec une sorte de cri étrange qui me faisait pâlir de peur. Vous voyez le coup quand même, hein, de ces rituels. Quand je les vis arriver, je dis aux hommes d'être rapides et d'écorcher les carcasses des deux moutons morts et en faire des holocaustes, et en même temps répéter des prières à Hadès et à Perséphone. Alors maintenant, je vais aller voilà, progressivement vers notre modernité, et vous allez voir que la rencontre, en fait, je vais vous parler de Raymond Moody et de sa rencontre avec le nécromantéion, et en fait, il s'agit d'une coïncidence, et c'est comme ça qu'il le qualifie dans son ouvrage. Donc je vais vous parler de cette histoire, hein, d'une rencontre avec les nécrophanies induites. Donc d'abord, un point sur la pensée de Raymond Moody, et là je me suis appuyé sur son ouvrage Rencontre de 93, et voilà ce qu'il dit. Il dit, donc il a une vision optimiste, hein, et vous allez voir, je vais la nuancer rapidement, mais il a vraiment cette vision optimiste quand il dit « Le désir de retrouver ce que l'on a aimé et qui sont décédés est l'un des plus poignants, des plus profonds que connaisse l'humanité ». Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que voilà, de cette vision très positiviste des vécus de contact avec les morts. Et il mentionne également la nature universelle de ce désir de retrouvailles. C'est-à-dire que peu importe les cultures, vous avez vraiment cette idée, hein, d'une universalité. Je disais que j'allais nuancer en fait, hein, par l'étude d'Evrard et ses collègues en 2021 qui mentionne l'existence de nécrophanie effrayante, de nécrophanie négative, hein, de vécu de contact avec les défunts qui seraient vécus négativement. Hein, nécrophanie, c'est vécu de contact avec les morts. Et donc sur un échantillon de 1004 répondants, vous en aviez 108, soit environ 10,7%, qui mentionnaient des vécus de contact avec les morts vécus négativement.
Alors, un désir relativement partagé. Donc là, je cite encore Moody, hein, mais je trouve que c'était intéressant de s'imprégner de sa pensée. Donc, il arrive que ce désir soit satisfait par la vision ou l'apparition du défunt, expériences qui n'ont rien de commun avec le rêve. Ce sont des épiphénomènes surprenants au cours desquels on sent ou ressent la présence vivante du défunt de façon tout à fait frappante. Donc là, il mentionne bien, je trouve, la qualité subjective, l'effet de ces contacts, de ces vécus. Au niveau des hypothèses de Moody, je trouve que c'était intéressant de s'en imprégner également. Lui, il était dans l'idée, finalement, est-ce qu'on peut induire des vécus de contact avec les morts? Et donc là, il dit, à la page 7 de son ouvrage, il serait peut-être possible d'utiliser ces effets importants à titre de thérapie du désespoir. Également, peut-être qu'en regardant dans un miroir, les gens pourraient voir apparaître un défunt qui leur était cher et qu'ainsi leur douleur s'apaiserait. Ça, c'était ses hypothèses. Je vais vous évoquer notamment sa rencontre avec la technique du miroir. Donc on appelle en fait le crystal gazing. Et en fait, Moody se trouvait dans une librairie en Géorgie, et c'est pour ça qu'il le qualifie de coïncidence, parce qu'en fait, il renverse un ouvrage qui était justement celui-ci, le crystal gazing de Northcote Thomas, qui était un anthropologue. Et en fait, il se souvient. Donc il le feuillette et puis il se souvient de ses discussions avec Roll, qui était un psychologue ayant étudié la psychocinèse. Et là, en fait, il mentionne dans son ouvrage Rencontre, pour être avec eux, il nous suffirait peut-être de trouver le moyen de fouiller dans notre inconscient. Et je songeais que la vision par le miroir était une éventuelle façon de le faire. Alors, maintenant, je vais aller de plus en plus vers ce qui est fait en laboratoire et ce qui a été initié en fait par Moody. Donc, la version moderne du nécromantéon, donc on n'est plus du tout dans un temple comme à l'époque antique, on est vraiment sur une pièce. Moody, en fait, il me semble, avait fait chez lui ce psychomantéon. Il avait utilisé une pièce, donc aujourd'hui on peut utiliser une cabine en laboratoire, avec donc un miroir, je vous ai mis les dimensions, à 1 mètre du sol, donc là c'est vraiment le protocole de Moody tel que donné dans son ouvrage Rencontre, un fauteuil incliné à 1 mètre du miroir, très attention en fait au reflet, je vais vous dire pourquoi, parce que le miroir n'était donc plus qu'une grande zone d'ombre réfléchissante, et en fait il ne faut surtout pas que la personne qui est positionnée dans le fauteuil se voie dans le miroir, sinon ça interfère complètement avec l'expérience, il faut absolument qu'elle ait vraiment cette idée de grande zone d'ombre réfléchissante. Et c'est là justement que l'esprit va projeter des choses. Et il faut également un rideau de velours noir qui entoure le fauteuil et le miroir. Donc c'est vraiment quelque chose de très contenant en fait. Il faut imaginer cette idée-là. Une lampe teintée de 15 watts, voilà pour les détails si vous voulez tenter un psychomantéon chez vous. J'ai tâché de vous proposer un schéma, soyez indulgents et indulgentes, je vous prie, mais c'est globalement pour vous montrer à quoi ressemble un psychomantéon. vous avez ce fameux miroir, l'élément central en fait, on va le voir en fin d'intervention. Vous avez le fauteuil, la lampe et puis le rideau. Donc, je vous ai remis les dimensions pour celles et ceux que ça intéresse. La lampe, alors là c'est vraiment, j'avais fait une revue de littérature à ce sujet, donc j'ai mis globalement une lampe avec une intensité entre 7 et 25 watts. Les dimensions du miroir peuvent également varier en fonction des études. Le fauteuil inclinable, ça me semble vraiment un élément important. Les rideaux, voilà. Au niveau du protocole de Moody, je trouvais intéressant de vous en faire part. Donc Moody, en fait, proposait, en général, il voyait une personne par jour et il proposait d'abord une promenade dans la campagne avec une discussion en fait autour des motivations de la personne à s'inscrire dans cette démarche de psychomantéon, de vécu de contact avec les morts. Il proposait un déjeuner léger, voilà. Donc là vous avez le découpage du déjeuner en fait qui est proposé dans son ouvrage. Et puis ce qui est intéressant ici, en tout cas moi en tant que psy, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet entretien d'évocation du défunt. Donc là en fait c'est un entretien qui va vraiment être centré sur le défunt et qui va consister en un rappel de
de souvenirs, pardon, où la personne peut apporter des photos du défunt, également des objets signifiants, des objets qui lui ont appartenu et qui vont en fait, voilà, raviver cette mémoire et les relations justement entretenues avec cette personne. Il va y avoir un procédé de relaxation qui peut avoir lieu. Alors Moody le dit, hein, soit c'était voilà, sur un fauteuil, soit c'était directement sur un lit, hein, qui était aménagé. Et puis finalement, la personne voilà, entre dans la pièce de Psychomanteion ou dans la cabine, et il y a cette procédure qui est absolument phare, hein, c'est voilà, cette procédure d'observation du miroir, le mirror gazing. Et vous allez voir, hein, un échange autour de l'expérience, où il y a, voilà, on travaille sur les vécus en fait, hein. Donc je vais aller sur les principaux résultats obtenus. En 92, sur 25 sujets, 12 personnes ont rapporté une nécrophanie, donc un vécu subjectif de contact avec les défunts. Là, je vous ai donné un petit peu de verbatim parce que je trouve que c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce que disent les personnes concernées. Donc j'étais si heureuse que je me suis mise à pleurer. À travers mes larmes, je continuais à le voir dans le miroir. Et puis, il m'a semblé qu'il était plus près de moi et qu'il avait dû sortir du miroir car j'ai compris aussitôt après qu'il me tenait dans ses bras. Le Psychomanteion, donc là vous avez une reproduction d'un Psychomanteion, c'est issu d'une série, hein. Je ne sais plus également, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez m'envoyer un mail et puis je vous donnerai la série. Donc l'induction de nécrophanie en laboratoire, quelques résultats. Le protocole d'Hastings, donc en fait Hastings a fait deux protocoles en 2002 et en 2012. Donc en 2002, il avait 27 participants et participantes, et en fait dans son échantillon, dans ses résultats, il a obtenu finalement voilà, des personnes qui ont explicité avoir reçu de la part de défunts des messages plus ou moins longs, parfois même des sensations, des impressions de dialogue. Il pouvait y avoir une sensation de présence, des sensations physiques, hein, comme le fait voilà, d'être étreint, d'être touché, le fait d'entendre la voix de la personne. Les personnes ont aussi donné, hein, vraiment cette idée d'un sentiment d'amour. Et l'hypothèse d'Hastings, hein, c'est vraiment cette idée, est-ce que ce type de dispositif pourrait avoir une utilité dans l'apaisement du deuil ? En 2012, 100 participants et participantes cette fois, 63 sur 100 hein, qui ont exprimé avoir vécu une nécrophanie, 92 sur 100 ont explicité hein, avoir voilà, remarqué une réduction de leurs symptômes de deuil. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée de questionnaire post-expérience, où 69 personnes ont répondu, et 54 de ces 69 personnes affirment qu'au bout de plusieurs mois après l'expérience, elles ressentaient toujours cet apaisement du deuil. Donc ça, c'est tout à fait intéressant au niveau psychologique. L'apaisement justement des sentiments de tristesse, de chagrin, de nostalgie, de regret, et puis une majoration des sentiments de gratitude, d'amour et de pardon. L'hypothèse d'Hastings, c'est finalement qu'il y aurait un dégel des processus de deuil qui pourrait potentiellement être permis par le Psychomanteion. L'étude de Siamed et Mercier en 98, donc en France hein, cette fois, 61 personnes et 9 personnes ont rapporté un vécu nécrophanique. 16 sur 61 ont eu des visions fugaces. Et puis vous aviez, voilà, au niveau de la phénoménologie, vous aviez des volutes de fumée, des ombres, des lumières, des passages, des tunnels. 16% ont ressenti voilà, la présence du défunt. 21% ont ressenti des sensations tactiles. Également, alors là c'est intéressant au niveau psychique, mais voilà, une mise au travail pour 74% des participants, et 59% de ces personnes affirment finalement voilà, qu'il y avait peut-être une meilleure acceptation de leur deuil. Ce que notent les auteurs hein, de cette étude, c'est vraiment quand même hein, que culturellement, en tout cas elles en font l'hypothèse, culturellement en France il y aurait des défenses plus importantes hein, dans le cadre de ces études-là. Ce qui fait en fait que les vécus, vous voyez que les vécus, on est à 9 sur 61, c'est quand même un peu moins que les études autres.
elle distingue quand même des facteurs prédictifs, et ça c'est intéressant. Donc l'ouverture spirituelle, le fait d'avoir vécu un décès récemment, et l'investissement voilà, dans la relation au défunt. Plus l'investissement est important, plus on aurait cette possibilité de vivre un vécu nécrophanique. L'étude de Roll en 2004, donc 22% des 57 participants ont vécu un vécu de contact avec les morts. Pour l'intégralité des participants, cela les a aidés par rapport à leur deuil. Et il donne un facteur prédictif, le fait d'avoir déjà vécu une nécrophanie, en fait, pourrait favoriser le fait d'en vivre une nouvelle. La thèse de Merz, très intéressante, qui a étudié les résultats d'Hastings et qui s'est intéressée aux 12 cas les plus significatifs. Et donc, elle s'est intéressée aux processus impliqués dans les aspects aidants et signifiants du psychomentéion. Et donc, elle s'est intéressée à ce qu'elle appelle les processus transformateurs. Et au niveau d'une synthèse, donc voilà, des sentiments de bien-être, que tout est en ordre pour le défunt, ça c'est important pour les personnes qui passent dans le psychomentéion. Il y avait pas mal de perceptions visuelles, de perceptions kinesthésiques, le fait d'avoir un dialogue avec le défunt. Le rôle du miroir était très très identifié par les personnes qui avaient vécu ces nécrophanies, et également l'effet des attentes. L'expérience était jugée significative pour tous les participants et voilà, des transformations perçues également. Alors je vais finir là-dessus avec finalement voilà, s'interroger sur les rôles du miroir. Donc quelques résultats issus d'études récentes. Donc l'étude de Caputo en 2013 qui a travaillé sur 3 populations, une population voilà, qualifiée de saine, une population générale, donc qui avait pu percevoir dans le miroir. Donc là on n'est plus du tout sur un dispositif de psychomentéion, ça c'est important. On est vraiment sur une étude seulement centrée sur le miroir. Donc là, vous allez avoir une vision d'illusion corporelle, de visage étrange. Chez des sujets schizophrènes, les perceptions en fait vont être beaucoup plus fréquentes qu'en population générale, à ceci près que les personnes schizophrènes vont davantage s'identifier aux visions. Et chez les sujets dépressifs, c'est intéressant également parce que les perceptions vont avoir une faible intensité. On va parler d'une dévitalisation et par exemple, les personnes vont avoir la sensation de voir des statues. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a un transfert d'éléments psychiques inconscients. L'étude de l'ange en 2022, donc une population saine qui perçoit des choses étranges, des visages étranges, déformés, des perceptions d'animaux également, une sensation de présence et puis l'apparition de visages d'enfants et d'adolescents. Et enfin, l'étude de De Rome et Hall, donc 216 sujets de 7 à 28 ans, des sujets qui présentent des éléments psychiques psychotiques et donc qui percevaient des visages déformés, surtout au niveau de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Et au niveau des profils schizotypiques, étaient perçus des visages étranges et un sentiment de dépersonnalisation. Alors, puisqu'il faut conclure, donc je vous réindique cette crypte voûtée d'Hadès, moi que je trouve passionnante. Donc quelques réflexions sur l'usage du psychomentéion et notamment finalement dans ma thèse, je m'interroge est-ce que ça pourrait être une potentielle médiation pour l'accompagnement du deuil. Donc il est intéressant de noter des effets cliniques et des nécrophanies induites, également des changements émotionnels, cognitifs et perceptifs. Une mise au travail de l'inachevé, voire de l'irrésolu. On peut mentionner voilà, un conflit avec le défunt et un sentiment d'irrésolu qui peut être mis au travail. Toutefois, il convient quand même de noter des vécus incompris, étranges et incertains chez les personnes qui les vivent. Et pour moi, il est vraiment important voilà, qu'il y ait un accompagnement psychologique de ces vécus pour les mettre au travail et les intégrer et les symboliser. Et finalement, est-ce que, voilà, je vous interroge là-dessus, est-ce que ces pratiques-là ne seraient pas à entendre du côté d'une perspective des liens continués entre les vivants et les morts? Je vous remercie pour votre attention et voici quelques références. Merci.